Donc cet après-midi, je vais vous parler d'un mushaf maghrébin atypique du XVIIe siècle. Donc l'histoire de ce manuscrit daté du XVIIe siècle de notre ère est assez particulière. Une famille du sud du Maroc, voulant se débarrasser d'une malle qui contenait des affaires sans valeur, y trouva un manuscrit du Coran, rustique et bien entretenu. Ils décidèrent de le vendre pour en tirer quelques bénéfices. Néanmoins, certains membres de cette famille, vivant en France, se sont opposés vivement à cette vente et ont décidé de l'acheter pour qu'il reste au sein de leur famille comme patrimoine. Un des membres de cette famille, voulant recueillir des informations sur la nature et la valeur du manuscrit, m'en a fait part. Comme vous pourrez l'observer plus tard, ce manuscrit a particulièrement attiré mon attention. En effet, pour la première fois, j'observais un manuscrit coranique du Maghreb occidental, écrit selon la variante de Warsh, ayant à sa marge les différentes variantes de lecture. Cette caractéristique faisait de ce mushaf un échantillon atypique. Ce qui nous intéresse davantage, c'est que le système alphabétique de codage utilisé pour désigner les qira'at est différent de celui communément admis. Pour moi, effectivement, c'est la première fois que j'observais un mushaf comportant les 7 variantes de lecture sélectionnées par Ibn Mujahid. Aujourd'hui, M. Madani Imad, à qui je rends hommage et je remercie au passage, en est le propriétaire. Ce mushaf serait originaire du sud du Maroc, de la banlieue de Goulmim, dans l'Anti-Atlas. Il aurait appartenu à la tribu des Ida Oud Bellal, de Bani Ma'aqil, qui sont originaires du Yémen. Ma présentation sera très succincte et articulée autour de 2 particularités de ce mushaf. Tout d'abord, les intitulés de sourates, et enfin, les différentes omissions et corrections du texte. Oui, c'est vrai que plutôt celle-ci. Donc, le statut des intitulés des sourates est un sujet de controverse auprès des savants musulmans. Relèvent-ils d'un enseignement prophétique ou sont-ils propres à l'initiative des compagnons et des premiers musulmans? Il s'avère que les titres diffèrent de codex en codex, mais aussi d'une personne à une autre. Az-Zarkashi et Suyuti ont mentionné ce type de divergence dans leurs ouvrages respectifs. Ce qui est assez singulier dans ce manuscrit est qu'il attribue des intitulés de sourates rarement utilisés en Andalousie et en Afrique du Nord. En effet, ni Dani et ni Ibn Najah n'utiliseront ces intitulés de sourates. Nous prenons par exemple la sourate 23, qui est nommée chez Ibn Najah, donc l'Andalou, mais aussi en Orient, on l'appelle Al-Mu'minun, les croyants. Pourtant, on retrouve le titre d'Al-Falah, titre qui n'est cité par aucune référence du Maghreb occidental. Il en sera de même pour la sourate 37. Donc, il en sera de même pour la sourate 37. Toutes les références l'appellent As-Saffat, alors que ce manuscrit la nomme Al-Yaqatin en référence à un arbre dans le verset 146 de la même sourate. Donc ici, bon, excusez-moi, les photos ne sont pas très claires, mais ici il y a écrit Al-Falah, et là vous voyez Al-Yaqatin, qui est le verset 146 en fait, ou une illustration du verset 146 de la sourate 37. Donc concernant les copies, les omissions et les corrections. Donc dans ce manuscrit, nous avons au moins un copiste et probablement 1 voire 2 examinateurs ou correcteurs. Le premier scribe, dont le nom est mentionné au colophon, s'appelle Abdullah ibn Ibrahim. Donc, ce manuscrit est daté de l'an 1013. L'hypothèse de 2 examinateurs est fondée sur le fait que les corrections en marge sont écrites avec une police plus grande et un style beaucoup moins raffiné.
Si l'on observe la graphie, on voit que le qalam, comme ici par exemple, vous m'excuserez, mais les photos ne sont pas du tout claires, et ici aussi. Donc, on voit que le qalam est différent, car il est beaucoup plus épais. Par ailleurs, nous retrouvons des oublis de mots qui ont été écrits dans la marge. Comme on a ici, il manque le mot al-mulk, ici, et ici le mot, le pronom personnel huwa, qui devrait se trouver ici. ذلك هو الخسران المبين. Nous observons également des ratures. Par exemple, pour la sourate 2, une partie du verset n'a pas été corrigée et cet oubli peut porter confusion pour ceux notamment qui ne mémorisent pas le Coran. Donc tout d'abord ici on a des ratures, donc ici le copiste s'est trompé, donc il a rayé ces versets. Mais ce qui est surprenant, c'est qu'il a oublié de rayer de corriger celui-ci en fait. Donc si une personne ne connaissant pas le Coran, ça peut porter à confusion. Ni le scribe, mais surtout le correcteur, celui qui, je vous en parlerai tout à l'heure, mais celui qui a corrigé au stylo bi, n'a pas corrigé ici ce passage. Donc, et encore plus surprenant que cela ne puisse paraître, c'est que nous avons, comme je viens de vous le dire à l'instant, des corrections stylo bi. Ceci indique que ces corrections sont très récentes et que ces erreurs ont probablement perduré jusqu'à l'ère du stylo à billes. Cette omission de versets coraniques ne semble pas avoir été repérée par le copiste et ou le premier examinateur. Il est possible que le scribe ait écrit ce mushaf de mémoire. Même si l'on en croit le colophon, ce Coran est un don de Cheikh Ali ibn Ibrahim ibn Abdurrahman à Abdullah, qui semble être lui-même le copiste. Mais ces hypothèses sont assez difficiles à vérifier. Donc ici, si vous observez, donc ici il manque du verset 24 au verset 29, qu'il a écrit ici au stylo bi. Et ici par contre, je vais vous le lire tout de suite. On peut distinguer dans cette photo que la ligne établie, donc ici, il y a une ligne au stylo bi qui vient jusque là. Pour indiquer le verset manquant est au stylo bi. Il est probable que le correcteur, ayant corrigé en marge, soit celui qui a utilisé le stylo bi, comme il est tout aussi probable que la correction, donc ce qui est en marge, soit plus ancienne, mais que la main du stylo à billes ait voulu montrer la place des versets manquants. Puisque si on observe bien, il n'y a aucune marque en fait pour nous dire que voici les versets, à quel endroit ces versets manquent-ils. En conclusion, ce manuscrit est un échantillon atypique de variantes de lecture du Coran, réuni en un seul et même codex. Ce mushaf nous donne beaucoup d'informations en matière de sciences de qira'at et de leur système en Andalousie et au Maghreb. Vous m'excuserez, faute de temps, de ne pouvoir vous exposer les omissions du copiste en matière de qira'at, ainsi que les différents systèmes utilisés, donc les différents systèmes de codage utilisés, qui sont assez originaux et certainement propres aux copistes, puisqu'ils ne répondent à aucun système connu en Andalousie et au Maghreb. Concernant le nombre de copistes, nous avons pu faire examiner les encres du texte coranique, mais aussi celui des corrections et de certains codes alphabétiques. Je laisse donc la parole à Patricia Roger-Puyot, qui vous donnera quelques précisions. Excusez-moi pour ce délai d'attente. Donc, je vais vous présenter les analyses qui ont été réalisées sur quelques encres dans ce manuscrit qui vient de vous être présenté par Hassan. En préambule, je voulais juste préciser que les méthodes que j'ai utilisées, je les emploie déjà pour les études des pigments et des colorants à l'IRAMAT depuis quelques années. Alors, il s'agit de deux méthodes d'analyse. La première, c'est la méthode de spectrométrie par fluorescence X, qui permet d'effectuer une analyse élémentaire, c'est-à-dire de connaître les éléments qui se trouvent dans la surface qui est analysée, qui est donc... Voilà, qui est cette méthode ici.
L'analyse se fait sans contact avec le manuscrit, à distance faible et toujours la même distance. Un faisceau de rayons X est envoyé à la surface et génère un ensemble de réactions à l'intérieur des atomes qui constituent la surface analysée. Ces réactions se traduisent par un échange d'énergie. Cette énergie est récupérée avec un détecteur et ce détecteur, le résultat de ce que le détecteur reçoit est mis sous forme d'une courbe spectrale que l'on arrive à lire de façon relativement aisée, mais que je vais vous expliquer un petit peu plus dans le détail au fur et à mesure du diaporama. Et la deuxième méthode d'analyse est une analyse optique. On utilise des fibres optiques, on éclaire la surface qui nous intéresse, et c'est simplement la réflexion de cette lumière qui est renvoyée à un autre détecteur. Le principe de ces méthodes est toujours un petit peu la même. Il y a une source, un détecteur, et on lit le résultat produit sous forme de courbe spectrale. C'est une méthode qui permet plus la caractérisation à la mesure où on a des courbes qui vont être caractéristiques des assemblages moléculaires qui se trouvent dans la surface analysée. Et particulièrement dans le cas des pigments et des colorants, la couleur est apportée par des molécules qu'on peut dire molécules porteuses de couleur. Et c'est ces molécules-là qui vont donner un signal très caractéristique pour les différents pigments et qui vont permettre de connaître la nature des pigments et des colorants. Pour l'étude des encres, on se sert aussi de cette méthode. On va avoir des courbes, hélas, un petit peu plus difficiles à traduire, mais l'intérêt, c'est de pouvoir comparer les courbes les unes aux autres. Et surtout, par derrière, en second lieu, c'est de faire l'analyse de ces courbes, une analyse colorimétrique, et c'est-à-dire qu'on va traduire de façon plus précise que l'œil ne le permet quelle est la couleur, et on va pouvoir disposer les points qui correspondent à cette couleur sur des graphes colorimétriques qui sont standards. Donc ça nous permet une bonne comparaison des mesures des unes aux autres. Donc les analyses qui ont été effectuées l'ont été sur 4 sourates, au niveau de 4 sourates. La première sourate, la 80, je vais dans le sens inverse, mais en fait les analyses ont été faites dans ce sens-là, donc je reste dans l'ordre qui a été effectué au laboratoire. Oui, j'ai oublié de vous préciser que ces analyses sont totalement non destructives, ce qui en fait tout leur intérêt. Il n'y a pas besoin de faire de prélèvement de matière pour obtenir des renseignements sur la nature des matériaux qui ont été employés. Donc les analyses ont été faites au laboratoire où j'exerce à l'IRAMAT, qui est un laboratoire du CNRS qui se trouve à Orléans. Donc analyse sur 4 sourates, à 4 endroits différents. Première sourate, 83, il a été fait une analyse sur la notation qui se trouve en marge, ainsi que 2 analyses sur des mots dans le texte. Pour les suivantes, en fait, ça a été fait ici aussi, mais je ne vais pas en parler lors de cette communication. L'analyse porte sur cette correction en marge. Pour la sourate 39, sur celle-ci, et pour la sourate 2, sur celle-ci. Bien que encore ait été matérialisé parce que ça a été aussi analysé, mais je ne vais pas en parler. Je vous remets de façon plus précise les points d'analyse. Et je vais tout de suite vous donner les résultats. Alors, cette courbe-là est le résultat qu'on obtient lorsqu'on applique la spectrométrie de fluorescence X. Elle génère le réarrangement énergétique dont je vous ai parlé tout à l'heure va se traduire sous forme de courbe, donc celle-ci par exemple,
Et sur cette courbe, des pics apparaissent. Ces pics sont en fait ce qu'on appelle des pics de fluorescence X. Et ils sont caractéristiques, ils viennent il y en a un certain nombre suivant les éléments. Donc là, pour l'élément fer qui est mis en évidence, nous avons 2 pics caractéristiques et il y a toujours ces 2 pics-là. C'est ce qui nous permet de faire la différence entre un élément fer, par exemple, ou ici l'élément potassium qui est mis en évidence parce que ces pics de fluorescence X se trouvent toujours à cet endroit-là. Les pics du fer se trouvent toujours à cet endroit-là. Donc c'est relativement aisé de comptabiliser, entre guillemets, les éléments qui se trouvent dans l'encre. Qu'est-ce qu'on trouve en l'occurrence pour cette analyse sur un mot dans le texte de la sourate 83 ? Du fer, du potassium et un petit pic de soufre qui se trouve ici. Même analyse effectuée sur un autre mot. On retrouve du fer, du potassium, du soufre. Troisième analyse sur la marge. On retrouve du fer, du potassium, du soufre. Alors, là, bon, on a tendance à se dire ces encres se ressemblent étrangement, on met en évidence les mêmes éléments. J'ai oublié de vous préciser que les spectres qui sont présentés ici sont le résultat de la soustraction de l'analyse qui a été faite à cet endroit et de l'analyse qui a été faite à côté sur le papier. Donc on est sûr que sur ce spectre ne vient en fait que les éléments qui sont dans l'encre. Donc on retrouve ces 3 éléments pour les 3 encres précédentes. Est-ce que c'est suffisant pour affirmer que ces encres sont identiques? Non, il faut aller un petit peu plus loin. C'est pour ça qu'il y a ici une semi-quantification. On essaie de compter quelle est l'importance du pic qui est émis. Et ce que l'on va faire dans le cas où on étudie les encres, on va faire un rapport entre l'élément fer, qui est celui, voilà, le comptage se trouve sur cette colonne nette. On va faire des rapports entre l'élément qui compte le plus, l'élément majeur, et les éléments mineurs, le soufre et le potassium. Et on va comparer ces rapports entre les trois encres différentes. Alors, je reviens. Donc, on va comparer un petit peu plus tard. Je passe à la seconde méthode, puisque une méthode n'est pas suffisante pour affirmer les choses. On utilise donc cette deuxième méthode dont je vous ai parlé, qui est la colorimétrie, enfin, la spectrométrie optique, à partir de laquelle on obtient des données colorimétriques. Alors, ce diagramme est là pour essayer de mieux vous faire percevoir à quoi servent ces données colorimétriques. En fait, donc je vous disais que c'était des standards et on peut poser ces données dans différents systèmes et différents plans. Voilà. Alors, moi, le système que j'utilise, c'est le système qui s'appelle le système Scilab, qui est un système international. Et pour mieux comprendre pour mieux comparer les données, ce système est très bien parce qu'il permet vraiment de différencier des couleurs semblables, mais de différentes teintes. Dans le noir, paradoxalement, il peut y avoir une teinte brune, ou une teinte rouge, ou une teinte jaune. Les encres ne sont pas complètement noires, ça existe, mais souvent elles ont une petite teinte. Donc ces diagrammes nous servent vraiment à comparer la couleur de ces encres. Et ce que j'ai utilisé, c'est cet axe L, qui en fait, au point 0, là, voilà, le point 0, c'est le noir, et le point qui est égal à 100, c'est le blanc. Voilà. Donc,
vous comprendrez mieux les diagrammes que je vais donner par la suite. On dispose aussi de références, de planches de référence peintes. Ici, ce sont des planches du livre des couleurs de Munsell. Et si je fais les analyses sur chaque petit carré, j'obtiens des points qui ont été positionnés ici. Voilà. Donc, on obtient des sortes d'abacs. Et après, on va pouvoir comparer les mesures que l'on fait sur les encres à ces abacs. Mais simplement, c'est pour vous faire comprendre ici. Vous voyez, on part de la première colonne qui est représentée par ces points là, et la dernière est représentée par ces 2 points. Donc, sur le diagramme que je vais vous montrer par la suite, donc avec cet axe L, le noir en bas, le blanc en haut, et cet axe qui part ici vers l'extérieur, eh bien, il faut comprendre que ce qui est tout près de l'axe, c'est très foncé, et tout ce qui est plus loin, c'est plus clair. Tout simplement. Donc, j'applique la méthode aux 3 précédentes encres qui vous ont été montrées, et je compare mes courbes. Donc, dans un premier temps, j'ai la courbe pointillée, c'est celle qui correspond à l'analyse sur l'encre de la marge. La courbe ici en trait plein et foncé, c'est une mesure dans le texte. Et dans le texte, en fait, il y avait une encre très foncée et une encre un petit peu plus claire. Et voici ici, sur cette courbe-là, représente la mesure sur l'encre un petit peu plus claire, mais aussi du texte. Donc, ce qu'on peut voir déjà quand on compare les courbes, c'est que ces 2 sont très très proches. Celle-ci est intermédiaire là, en début de spectre, et puis après, elle diminue parce que justement l'encre est plus claire, donc l'absorption ou la réflexion est différente, et ça se traduit ici par cette différence en fait d'amplitude. Si je positionne donc des points colorimétriques qui vont être issus de chaque courbe, vont être positionnés ici. Donc là, chaque point colorimétrique et le résultat est issu de chaque courbe. Donc ici, ce qui est le plus près de l'axe L, c'est l'encre la plus foncée. Et donc c'est la première encre du texte, donc ça correspond à cette courbe ici. La deuxième mesure, c'est celle sur la marge, et la troisième mesure, c'est celle sur l'encre qui est un petit peu plus claire. Donc, comme je vous expliquais précédemment, plus on s'éloigne vers la droite, et plus ça traduit une encre plus claire, en fait. Mais ce qu'il faut voir, c'est qu'on reste sur quelque chose qui est très proche au niveau de... Si on traçait une ligne... D'ailleurs, je crois que je l'ai tracée. Voilà. Si on trace une ligne en fait large, certes, autour de 50, une valeur 50, les points sont tous dans cette zone-là. Donc ça va en faveur du fait que ces encres sont vraiment très très proches et peuvent être semblables. Donc, autre mesure sur l'autre sourate. Donc, la mesure s'effectuait sur la correction en marge, donc qui est ici. Vous le reconnaissez, je pense. Voilà, oui. On ne voit pas très bien là. Alors, qu'est-ce qu'on trouve ce coup-ci? On trouve des éléments qu'on a déjà vus, du fer, du soufre, du potassium, mais en plus apparaît un autre élément qui est le manganèse. Je continue. Autre sourate, autre analyse. Alors là, on voit nettement l'élément fer est toujours là, mais avec une intensité bien moins grande que ce qu'on a vu précédemment. Par contre, le potassium est bien plus élevé. Donc, ce qui veut dire tout simplement que ces hauteurs de pic représentent ont quand même un rapport avec la quantité de matériaux qui est dans l'encre. Ce qui veut dire qu'il y a très peu de fer en fait dans cette encre-là. Et les éléments qu'on trouve, donc, alors le soufre, le potassium, le calcium et le fer en moindre quantité, beaucoup moindre quantité. Et enfin, dernière mesure sur la sourate 2, on retrouve de nouveau le fer, le potassium, le calcium, le soufre, et cette fois-ci
du titane qui arrive alors qu'on n'en avait pas dans les autres encres. Donc j'ai porté les rapports, mais ce qu'il y a, c'est que je ne les... Alors, j'espère que je les ai écrits là. Voilà. Donc, en récapitulant ces résultats sur ces encres, on peut dire en fluorescence X, pour chaque sourate, j'ai reporté les éléments qui avaient été mis en évidence. Pour la sourate 83, je n'ai pas reporté toutes les mesures, puisque je vous ai montré que les résultats donnaient quand même de fortes probabilités pour que les encres soient assemblables, mais simplement, je voulais vous montrer qu'on mettait en évidence les différences entre toutes les encres à chaque sourate, en fait. Donc, ce que je peux rajouter, c'est qu'à l'œil, on avait quand même deux encres qui étaient différentes des encres de la sourate 40 et 39, qui étaient plutôt brun foncé et moyen, alors que les encres en 83 et en 2 étaient noires. Ici, c'est le résultat global, les données colorimétriques qui sont mises sur le diagramme que je vous ai expliqué précédemment. Et on voit bien que la répartition est quand même bien différente de celle que je vous ai montrée au niveau de la sourate 83. On a des encres qui sont effectivement plus claires. Donc celle qui est la plus claire, c'est bien celle de la sourate 39, et c'est celle qui est la plus éloignée de l'axe de l'axe des noirs. Donc en fait, en conclusion, je peux dire qu'on a mis en évidence le fait qu'on avait bien 4 encres différentes dans ces sourates, mais que les encres du texte et de la marge employées à la sourate 83 sont très, pour moi, sont semblables. Voilà. Bon, et là, je ne vous parle pas des analyses sur les couleurs, hein, parce que je n'ai pas le temps, je crois. Ah non, mais je n'ai pas le temps, mais il y a une conclusion. Donc, moi, je m'arrête et Hassan va reprendre. Donc après cet exposé très technique sur les encres, on peut résumer les résultats de l'analyse par 2 affirmations. La première est, comme vient de souligner Patricia, que nous avons 4 types d'encre utilisées. Une pour la sourate 83, ainsi que ce qui fut inscrit en marge. Il est donc probable que le copiste du texte coranique soit le même que l'auteur de cette légende. Ensuite, nous avons 3 types d'encre différentes. Une pour la sourate 2, ensuite pour la sourate 3, et enfin pour la sourate 39, et enfin pour la sourate 40. La deuxième affirmation, qui est plus évidente, est que le correcteur au stylo bille n'est pas le copiste. Les hypothèses émises sont les suivantes. Il est possible qu'il y ait un seul copiste ayant utilisé plusieurs encres à des moments différents pour écrire le texte. Car un texte de cette ampleur, quand même, il y a à peu près un peu plus de 600 pages, je pense, nécessite un temps assez long pour l'écrire. Donc, nécessite donc plusieurs encres, en tout cas de fabrication d'encre. Il est aussi possible que le copiste et le correcteur soient 2 personnes différentes, puisque Patricia a pu nous montrer que pour la sourate 39 ainsi que la sourate 40, et on le voit à l'œil nu, l'encre utilisée est brun, et on peut aussi l'observer via... Je peux me permettre on peut l'observer ici, et la photo est beaucoup plus claire. On voit bien que la plume, le qalam qui a été utilisé ici, et même la manière d'écrire, diffère de celle-ci. Donc il est possible que le copiste et le correcteur soient 2 personnes différentes. Néanmoins, pour pouvoir corroborer, voire confirmer cette hypothèse, il faudrait élaborer une étude paléographique approfondie permettant de bien distinguer le style d'écriture. Merci de votre écoute et de votre attention.